Ça, c'est un excellent hamburger. C'est bon la goutte. Kept you waiting, huh? Si je devais me faire dessus dès que les parents gueulent, je ferais pas prof. If you want to be a hero, you need to have dreams. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des Recos, le podcast fait par des potes, pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode numéro 3, mon cher Jules. On revient à une chronologie un peu plus classique. On abandonne enfin tout le délire de 2e, 4e épisode pour que vous y retrouviez mieux. Voilà, et nous aussi. pour que ce soit plus simple, on raccroche les wagons. Et vas-y, excuse-moi, qu'est-ce que t'allais dire, j'allais dire, c'est quelque chose qu'on peut quand même plus ou moins fêter pour ce début de podcast, c'est de notifier que c'est la première fois qu'on enregistre après la publication première de nos premiers épisodes. C'est vrai, oui, t'as bien raison. C'est vrai que nos 2 derniers épisodes ont été enregistrés alors qu'on n'avait pas commencé la diffusion. Et là, écoute, on peut se féliciter d'un lancement en grande pompe. Un grand succès, un très grand succès. Qui a inondé les réseaux, on peut le dire. Merci à vous, nobles auditeurs, pour votre passion et votre enthousiasme. Ça fait vraiment plaisir. On voulait vraiment vous remercier. Et puis, vous avez été tellement nombreux qu'on est à 2 doigts de lancer une plateforme de financement participatif. Parce exactement. Que là, on croule un peu sur les demandes, de placement de produits et tout, et on se dit à un moment donné, est-ce que c'est pas le moment un peu de se professionnaliser, et tout ça c'est grâce à vous les abonnés, quoi. C'est de grâce transformer l'essai. Donc voilà, on voulait vous remercier. Écoutez, si les chiffres continuent d'augmenter à ce rythme-là, moi j'exclus pas de faire des cadeaux, des jeux concours. Ouais, des unboxings, et après, des codes promo sur différentes choses, des places de ciné. On y réfléchit beaucoup. On vous en dira plus bientôt. Écoutez. C'est ça. Et pour ça, et par contre, pour les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui ne nous suivent pas, sachez-le, pour l'instant, le comptoir des recos sur Instagram, tout collé. Voilà, c'est noté, autopromo, c'est gratuit. Et puis on peut aussi le dire, on va bientôt lancer la page Facebook, YouTube et Twitter en parallèle. C'est ça. Donc si vous nous écoutez et que vous entendez ça, n'hésitez pas à aller nous follow sur toutes ces plateformes. C'est ça, histoire de mobiliser les foules et de mobiliser de plus en plus de monde autour de notre noble comptoir. Exactement. Pour que tous nos amis se retrouvent attablés au comptoir Et ça, c'est beau, parce que ça, les amis, c'est la France du 21e siècle, c'est le vivre ensemble. Et ça, on est pas mal. Ok, mon team. Alors, est-ce que tu peux me dire, mon gars, de quoi on va parler aujourd'hui ? Eh bien, chers amis, aujourd'hui, nous allons parler de Massacre à la tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse, je l'ai dit avec avec tellement d'entrain, mon gars. Ah ouais. La tronçonneuse. C'est ustensile très utile qui permet de couper des stères de bois, sachez-le. Et oui, Massacre à la tronçonneuse, parce que de base, on peut faire une petite mise en contexte. De base, on avait prévu de tourner cet épisode à l'occasion de la période d'Halloween. Ouais, exactement. Voilà, il s'avère que là, on est mi-janvier, du coup, la période d'Halloween, elle est un peu passée. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça va vous faire un petit reminder de votre chasse de bonbons, si ça s'est bien passé, etc. Du coup, c'est pas si mal. On peut être... Voilà. Non, mais c'est vrai, et on espère Enfin, non, c'est pas qu'on espère, c'est que normalement, il y aura plus jamais de grosses périodes comme ça pendant lesquelles on peut plus enregistrer. C'est juste que là, dans nos vies respectives, il s'est passé beaucoup de changements, beaucoup de choses. Mm-hmm. Donc, il y a eu une grosse période pendant laquelle on n'a pas pu vraiment enregistrer. Mais là, on peut dire que grâce à ce 3e épisode, vous êtes dorénavant avec nous, on va dire en direct live, plus ou moins. Oui, presque en direct live. Et d'ailleurs, c'est pas plus mal, parce que ça veut dire que désormais, les épisodes vont plus ou moins suivre... seront enregistrés très peu de temps avant la diffusion, au final. Donc c'est un gage... Voilà, c'est un gage de proximité entre vous et nous. Et voilà, d'authenticité. Ouais, Waouh, là on est vraiment dans la période de suçage de bite, là c'est bien. On est pas mal. Il en faut au moins une par épisode, mec, sinon moi je suis en dépression toute la semaine. C'est ça, mec, s'il n'y a pas un petit peu d'ego trip dans ce podcast, on finit par dépérir, quoi. Exactement. Mais oui, donc pour revenir au film Massacre à la tronçonneuse, donc comment on peut résumer un peu brièvement cette œuvre, son réalisateur, sa sortie, etc., mon cher Jules?
Yes, alors tout simplement Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui est sorti dans les années 70, en 1974 pour être exact, aux États-Unis, et qui relate l'histoire d'un groupe de 5 jeunes qui partent au Texas dans la maison abandonnée qui appartient aux parents de l'un d'entre eux, et qui vont en fait se retrouver plus ou moins dans un... Alors pas vraiment dans un piège, mais dans une sorte de guet-apens tendu par Le protagoniste, ouais. un des protagonistes principaux, Un des antagonistes principaux, ouais. un antagoniste principaux qui est le fameux, on peut le dire, Leatherface. Leatherface. Voilà, c'est le surnom du tueur de Massacre à la tronçonneuse. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle comme ça, Tim, tu sais? Je crois que c'est parce qu'il porte un masque fait à partir de peau humaine, si je ne me trompe pas. C'est ça? Exactement, Voilà. exactement. Quelle culture. Ah, je sais. On me le dit souvent. Donc voilà, il faut savoir que c'est un film qui... Alors, au début du film, il y a un message qui explique que c'est censé être basé sur des événements réels, ce qui n'est pas du tout le cas. Et c'est un film, surtout, qui a, à l'international, et en France notamment, été censuré pendant très longtemps avant de pouvoir sortir. Parce qu'il est sorti en 74 aux États-Unis, et je crois que c'est qu'en 79 qu'il a pu sortir en France. Ah d'accord, donc il n'a pas eu de visa d'exploitation avant ça, quoi. Donc il Ouais, était vraiment ouais, interdit dans les salles de ciné et tout. Ça, tu vois, je savais pas. C'est ça. Et parce que en fait, le titre... en fait, le réalisateur, donc, qui s'appelle Toby Hooper, a fait un petit peu toute une campagne de com assez sensationnaliste sur le film. Et ça, en fait, ça a tellement bien marché que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'était un film ultra violent, enfin... Pas loin du snuff movie, quoi, limite. D'accord, je vois. Et donc il a joué en fait sur cette carte un peu où il a avancé que c'était un film un peu gore, ultra violent pour en fait le vendre finalement. Et surtout, ouais, basé sur des faits réels. Sur des faits réels, ok. Et ce qui est en fait un petit peu, comment dire, enfin pas faux, mais on va en discuter. Tu vas me dire comment toi tu l'as ressenti, mais moi c'est vrai que la première fois que je l'ai vu ce film, c'était très loin de l'idée que je m'en faisais, justement. Ah, ça, on va en reparler, et ça, je suis très d'accord. Et après, bon, pour la présentation du film, on peut dire qu'aussi ce film s'inscrit dans une sorte de contexte, aussi dans l'horreur en général. Parce que ça, je me suis un peu informé, etc. Et par les films que j'ai vus avant, ce que j'avais lu un peu dans la presse spécialisée, il est désigné maintenant a posteriori, Massacre à la tronçonneuse, tu sais, comme un film qui est on va dire, un des piliers du genre de l'horreur, avec notamment La Nuit des Morts Vivants de Romero, et Psychose de Kubrick aussi. Chacun dans leur genre, bien sûr. Quoi? J'ai dit quoi? Psychose de Hitchcock. Ouais, pardon, oh là. Là, on a perdu 90 Alors là, ils se dit, c'est qui ce débile là? Ouais, pardon, Hitchcock, pas de Kubrick, ouais, excusez-moi. Instant. Ouais, regardez le grand cinéphile que je suis. Oui, voilà. non, pardon, Hitchcock. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que j'avais lu justement que Toby Hooper, pour réaliser ce film, etc., en fait, c'est l'un, je crois, peut-être pas son premier film, ça je suis plus sûr, mais l'un de ses premiers films où il cherchait quelque chose qui, en fait, à faible moyen de production, quelque chose qui allait rapporter et qui faisait sensation aux États-Unis à l'heure actuelle, enfin à son époque. Et en fait, le genre de l'horreur lui est paru comme une sorte d'évidence où il s'est dit, oui, ça nécessite pas forcément de budget pour créer une ambiance et attirer les foules. Et du coup, c'est là d'où est venue l'idée de réaliser Massacre à la tronçonneuse, si j'ai bien compris. C'est de créer finalement un film qui commercialement allait marcher, sans pour autant, évidemment, dégager avec une grosse production derrière et avec des gros moyens derrière, quoi. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Et c'est assez intéressant à souligner parce qu'effectivement, la production a été faite avec un budget assez minuscule par rapport à ce que le film a rapporté. Et donc, d'où l'idée aussi de tout baser sur ce sensationnalisme, de faire parler beaucoup du film en choquant. Et d'ailleurs, tous les acteurs en fait qu'il a embauchés, c'était des parfaits inconnus à l'époque, quoi. D'accord. Et est-ce que les acteurs après, parce que je me suis pas trop informé sur le casting, ils sont devenus connus grâce à ce film? Est-ce qu'ils ont percé finalement au cinéma? Ouais, ils sont plus ou moins
tous devenus connus, je crois, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait qui aient fait des grosses carrières derrière. Je t'avoue que je me suis pas super renseigné non plus sur les acteurs derrière. Parce que c'est vrai que quand Mais- j'ai vu le film, les visages me disaient pas grand chose finalement dans le cinéma, quoi. Ouais. Ouais. Et donc, ouais, comme tu dis, alors c'est à la fois un pilier du genre de l'horreur et également un pilier du genre slasher. Donc, comment est-ce qu'on pourrait expliquer un petit peu pour les gens qui connaissent pas ce que c'est le slasher, Tim? Le slasher, bah moi je dirais d'ailleurs que c'est un peu un genre, tu sais, qui est né dans les... Moi je le mettrais dans les années 70 environ, c'est ça, Ouais, plus ou moins. Je considère un peu le slasher comme un sous-genre de l'horreur, déjà, tout à fait. avec qui est déjà, on peut le souligner, qui a largement apporté et a contribué à la pop culture en général, et qui en fait est souligné par des critères, on va dire, de narration et surtout de scénario, notamment avec la mise en scène d'un tueur en série généralement, qui tue ses victimes avec des armes blanches, généralement des couteaux, là en l'occurrence une tronçonneuse, et voilà, et avec un peu à la croisée des chemins, mais ce qui n'est pas vraiment le cas non plus, entre une sorte de survival, mais plus en gros où des gens sont... voilà. Généralement, le slasher, ça va se résumer de la manière suivante, où il y a un groupe de personnes qui se retrouvent dans un endroit un peu isolé, et il y aura un tueur en série, plus ou moins humain, qui va les poursuivre tout au long du film avec un couteau dans le but de les égorger et les étriper, quoi, si on peut le dire. Ouais. En On gros, résume en ça somme, comme ça. c'est à peu près ça. Il y a aussi souvent, dans le genre du slasher, une notion un petit peu de morale puritaine américaine, parce Ouais. que c'est souvent, comme tu l'as dit, des groupes de jeunes qui se retrouvent dans des endroits isolés qui couchent ensemble, ou alors qui ont un comportement érotique qui est montré à l'écran. Et qui va être... et c'est dans cette situation la plus vulnérable qui vont être la cible Ouais. du tueur. Poursuivi, C'est- ouais. Pas vraiment le cas il n'y a pas de scène de sexe à proprement parler dans Massacre à la tronçonneuse, mais le groupe de jeunes qu'on suit, c'est 2 couples et un handicapé. Et c'est Ouais. vrai qu'il y a une tension érotique entre les jeunes tout Tu au long du sens, film, quoi. voilà, tu sens que tout le voyage, ils sont là pour bien profiter, quoi. C'est on peut le dire. La phrase de gros beauf, là. Bien profiter, quoi. Hein, Ouais, vraiment. ça va bien s'amuser. Non, mais c'est bien que tu le soulignes, tout ça, parce que, ouais, effectivement, la jeunesse puritaine, etc., c'est ce que j'avais lu. Et ce que j'avais pu constater, notamment avec d'autres slashers qui constituent le pilier, genre notamment Halloween de Carpenter, tu vois, c'est vraiment derrière en fait le genre du slasher à la base et dans les grandes années du slasher, je dirais, c'est que t'as une sorte de critique de la jeunesse américaine des années 70-80 face, en fait, il y a cette thématique-là où la jeunesse est décadente, etc. Et qu'aussi, en fait, la fin et ça on pourra revenir dessus en parlant de Massacre à la tronçonneuse, c'est aussi une grande critique de la fin du rêve américain et d'une Amérique en fait qui se dévoile de plus en plus sombre et de plus en plus, déprimante, quoi, Ouais. et avec une pulsion de morbidité. Et c'était ça, c'est pour ça que je considère qu'en fait les années 70-80 c'est vraiment les grandes années du slasher parce que c'était des thématiques chères aux réalisateurs qui abordaient ce sous-genre, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, toujours pour rester dans la thématique du slasher, il y a autre chose qu'on considère souvent que Massacre à la tronçonneuse a apporté au genre, c'est cette idée que l'antagoniste principal, donc le tueur, va être une espèce en fait de masse informe qui n'a pas de visage parce que justement il porte un masque, et donc c'est cette idée qui va être vraiment consacrée par le film Halloween de Carpenter quelques années plus tard. Mais voilà, il y a pas mal de personnes qui considèrent que c'est d'abord Massacre à la tronçonneuse qui est un des premiers films à avoir montrer ça à l'écran en fait et lancer cette idée là, ouais. Et qui a inspiré tout le genre en général, et même qui a inspiré toute une référence de pop culture, quoi, finalement, parce que Ouais. que ce soit dans les jeux vidéo, les séries, et comme je pense à American Horror Story X, etc. On sent qu'il y a une réelle influence de Massacre à la tronçonneuse derrière, quoi. Et Halloween aussi, mais voilà, on va dire c'est 2 piliers du slasher des années 70, quoi. Ouais. Et alors, d'ailleurs, je rebondis aussi sur le fait que tu disais, pardon, que le film slasher qui arrive dans les années 70-80, c'est beaucoup en réaction un peu à l'effondrement du rêve américain. Et justement, c'est assez rigolo parce qu'on disait au début que le film est basé sur des
sur des faits réels, alors que c'est pas du tout le cas. Mais c'est ce que mettait en avant son réalisateur. Et en fait, quand on l'a interrogé sur le fait que c'est pas basé sur des faits réels, il a justement répondu que c'était une manière de critiquer en fait l'action du gouvernement américain au Vietnam ou dans d'autres zones de guerre, l'affaire du Watergate, etc., où en fait le mensonge est permanent. Et donc il y avait une grande critique de la politique, une sorte de désillusion autour de ça qui inspirait ce film, quoi, finalement. Exactement. Et alors on va en parler peut-être un petit peu plus tard après avoir déroulé un peu plus le scénario du film, mais il y a aussi, je sais pas si tu l'as perçu, un aspect sur on le voit même dans le film en fait, la fin de ce rêve américain. Ça on en reparlera, mais moi ce que j'ai constaté dans cette fin de rêve américain, c'est un peu une thématique qui est encore fortement d'actualité en fait. C'est qu'on voit une Amérique avec une jeunesse plein d'illusions, plein de rêves, etc. En fait là qui se confronte à une sorte de réalité très brutale qui est représentée on va en reparler plus tard, bien sûr, mais par les rednecks, par la campagne profonde et par la brutalité de ce monde avec des valeurs autres que les leurs, quoi, on peut dire. Ouais, exactement. Et écoute, je te propose qu'on rentre un peu plus dans le synopsis du film, mon gars. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ce film? Comme tu l'as dit au début du podcast, c'est effectivement une bande de jeunes des années 70, un peu peace and love, qui se baladent en van, qui sont dans le Texas. C'est des hippies, ouais, c'est totalement des hippies en fait. C'est totalement des hippies. Ouais. Et qui sont au fin fond du Texas pour, comme on l'a dit, pour prendre du bon temps, pour une sorte de petit road trip. Et à un moment donné, ils ont un problème d'essence, je crois, au bord d'une station-service. Ils s'arrêtent, etc. Et bon, ça, c'est pas le point principal, mais à un moment donné, ils vont s'arrêter dans une maison qui appartient à un des protagonistes. Voilà. Pour s'arrêter. Alors, je suis désolé, je t'interromps, mais il y a quand même toute la première partie du film. Avant ça, il se passe quand même des trucs. C'est-à-dire que déjà, il faut se représenter aussi, c'est l'été au Texas, il fait une chaleur infernale. Et d'ailleurs, c'est un truc que tout au long du film, je trouve qu'on ressent de ouf, c'est cette moiteur, cette chaleur. Les personnages sont tout le temps poussiéreux. L'aspect poussiéreux et moite. Et en fait, ils sont donc 5, 2 couples et un handicapé. Et ils prennent en fait au tout début du film un autostoppeur, ouais, effectivement. C'est ça. Et c'est vrai que ça, j'en reviendrai sur les points positifs pour le coup, donc du coup, je vais pas trop approfondir le truc. Mais disons que voilà, ils rencontrent on imagine qu'ils viennent de la ville, d'une Amérique assez développée, un peu dans l'illusion, etc. Et ils rencontrent un autostoppeur qui, en fait, on va vite s'en rendre compte, qui est totalement dingo, quoi. Qui est totalement dingo, qui est dans le van avec eux, et on sent une tension permanente dans le van. Ouais. Où le mec a les agissements les plus étranges, où il sort son couteau, il y a la scène où il sort son couteau et il commence à se taillader la main devant eux, qui crée un profond moment de tension. Ouais, de ouf. I think we just picked up Dracula. Where you headed, man? South? You work at that place? Oh, no. How did you get stuck way out here? I was at the slaughterhouse. I got an uncle that works at a slaughterhouse. Hey, my brother worked there. My grandfather, too. My family's always been in me. A whole family of Draculas. Hey, man, did you go in that slaughter room or whatever they call it? The place where they shoot the cattle in the head with that big air gun thing. Oh, that gun's no good. I was in there once with my uncle. No way. With a sledge. See, that was better. They died better that way. Well, how come? I thought the gun was better. Oh, no. With the new way, people put out of jobs. You do that? You took my picture. Hey, you could take me to my house. I lived right off this road. Well, I don't know, man. We're in pretty much of a hurry. How close? It's real close. Well, couldn't you just walk? I mean, if it's so close. You could have dinner with us. You like head cheese. My brother makes it real good. You like it. I think we better push on, man. Don't you, Jared? Yeah, I'm sorry.
Elle est infernale cette scène, je trouve, hein, franchement. Ah oui, elle est vraiment. Et là, on sent vraiment, on y reviendra, mais on sent vraiment, on va dire, la rencontre de deux mondes qui s'opposent, quoi, vraiment, qui s'opposent. Et du coup, bah, à la suite de ça, au fur et à mesure, à un moment donné, l'autostoppeur commence à taillader le bras de la personne handicapée. Voilà. Et là, il le dégage du van. Il le dégage du van Manu Militari. Et ils continuent leur chemin et ils s'arrêtent à une sorte de station-service pour reprendre de l'essence. Malheureusement, il n'y en a plus. Et après, voilà, ils se disent, bon, on va quand même continuer notre route et aller jusqu'à la fameuse maison abandonnée qui appartenait aux parents d'un des protagonistes, je crois bien. Ouais, et il faut aussi dire que la station essence, c'est une cabane, quoi. Là, encore une fois, c'est vraiment l'Amérique profonde, c'est une cabane, c'est à peine si t'as un distributeur de coca, quoi, mais sinon, c'est ça. En plus, c'est une limité, essence où il n'y a pas d'essence. Et là, en fait, voilà, c'est là que tu vois la réaction des jeunes face à ça, qui, je le répète, qui sont un peu dans l'hypermodernité, quoi, de leur époque, et qui sont un peu en mode... ah ouais, mais il n'y a pas ça, je suis sûr qu'il n'y a même pas de toilette et tout, tu vois. Genre, c'est vraiment, on va dire, t'as vraiment l'impression que c'est des petits citadins, tu vois, qui se baladent et qui sont à la rencontre des bouseux, quoi. Ouais, de ouf. Et d'ailleurs, je sais pas si t'as noté, mais c'est assez intéressant, ils prennent à manger dans la station essence parce que ils ont un panneau en mode on fait des barbecues et tout, et ils prennent à bouffer dedans, ouais. Ils prennent à bouffer dedans. C'est le seul truc qu'ils emportent, quoi. C'est ça. Et après, voilà, ils repartent et ils vont dans la fameuse maison abandonnée où ils commencent à prendre du bon temps, à s'éclater, à part la personne handicapée. Mais ça, on y reviendra. Ouais. Voilà. Et c'est là que commence, à partir de ce moment-là, c'est là que commence l'horreur. Voilà. Ouais, exactement. Donc, je pense que ouais, c'est comme ça qu'on peut plus ou moins résumer les 15 premières minutes du film, quoi. C'est ça ? Ouais. Si on fait une partie sans spoil, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et là, mec, en vrai, là, je pense qu'on a fait un peu le tour du synopsis sans spoil. Je pense qu'on peut parler d'un point intéressant qui est quand même comment on a découvert ce film aussi. Comment on a découvert ce film. Ouais. Donc toi, tu l'as découvert comment, mon Jules ? Bah écoute, moi, c'est Arthur, mon petit frère, qui me l'a fait découvrir parce que lui, il est grand fan justement de films d'horreur, mais comment dire, de cette époque-là, en fait. D'accord. C'est un super grand fan d'Hitchcock notamment, et il a eu une période où il aimait bien justement regarder des proto-slashers. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens qui considèrent d'ailleurs que Psychose c'est le premier slasher, ouais. Ouais. Il a regardé aussi un autre film qui s'appelait Black Christmas qu'il m'a montré. Je sais pas si tu l'as déjà vu. Non, je l'ai pas vu, mais apparemment effectivement je suis d'accord. Enfin, je suis d'accord, non, mais il est considéré par la presse comme l'un des proto-slashers aussi. Ouais, j'ai compris. lui aussi. Et de fil en aiguille, il a regardé Massacre à la tronçonneuse et il me l'a fait voir. Et vraiment, tu vois, j'ai eu cette réaction que j'évoquais au début, où au début j'étais en mode en fait on va regarder un gore-fest, tu vois. Ouais. Et en fait au final non, c'est vraiment plus proche d'un film d'Hitchcock que d'un film moderne je sais pas quel film d'horreur on pourrait citer, mais genre un Saw, tu vois, ou un Saw ou les nouveaux, enfin les remakes d'Halloween, etc., ou les Vendredi 13, ouais. Tu vois, genre qui sont dans l'hémoglobine, qui sont dans l'horreur porn, en fait, selon moi. Ouais. Où tu regardes ça en fait juste pour prendre tes giclées de sang à l'écran, quoi. C'est je vois. Non, mais je suis assez d'accord. Et toi du coup j'imagine que ça va aller assez vite, mon gars. Moi du coup vieux, mec, je l'ai découvert. En fait non, Massacre à la tronçonneuse, tu vois, j'en ai entendu parler parce que c'est un film, comme je l'ai déjà dit, qui a marqué la pop culture. Et tu vois, j'en ai entendu parler, mais moi dans ma tête, dans mon imaginaire, même sans l'avoir vu, je considérais en fait dans ma tête que ouais, ça a l'air d'être un film kitsch, nanardesque presque, tu vois. Ouais. Genre moi dans ma tête, tu vois, je m'imaginais vraiment le truc, le film avec pas vraiment de scénario, que tu regardes ça juste pour voir des gens se faire démembrer et tout. Donc j'avais à peu près les mêmes a priori que toi finalement. Sauf que tu vois, dans ma tête, moi en plus il y avait encore l'aspect de nanar, parce que quand t'entends Massacre à la tronçonneuse, déjà le titre du film en version française, il t'inspire pas vraiment quelque chose de très intelligent, quoi, entre guillemets, quoi. C'est vrai. Et moi dans ma tête je me dis ouais, ça doit être un film un peu de série B, tu vois, genre ouais. America, où t'as des petits jeunes qui se baladent et qui se font trancher la gueule et tout le monde gueule, etc. Enfin vraiment un saut ou vraiment limite, tu vois, vraiment la caricaturale du film kitsch, quoi, du film kitsch. Et après mec, c'est toi qui m'en as parlé là très récemment et qui m'a dit non mec, tu l'as toujours pas vu, mais mate-le en fait, mate-le parce que c'est vraiment une pépite.
Et effectivement, je l'ai maté et je suis tombé de très haut parce que je l'ai maté juste hier et mon visionnage là, il était clairement à des kilomètres de l'image que je me faisais de ce film. Ouais. Et je pense qu'en fait, je crois que j'avais vraiment une image très pervertie de ce film grâce en fait au reboot de toutes les séries actuelles dans les années 2000, tu vois. Et ça, le problème, c'est que années 2000, tu vois, là, même là, plutôt 2010, etc., ou même années 90, tu vois, ils ont fait plein de reboots de Halloween, de Freddy, de Vendredi 13, etc., bref. Et de Massacre à la tronçonneuse. De Massacre à la tronçonneuse. Et genre, bon, cela dit, j'ai pas vu le remake de Massacre à la tronçonneuse, mais en fait, vu que genre, je voyais la critique de la presse en mode c'est des films assez pourris, hyper kitsch, nadardesque, etc., je me suis dit, ah ouais, donc le premier, il doit être un peu comme ça aussi. Alors que, mais pas du tout. Donc, voilà, c'est comme ça que je l'ai découvert. Et merci beaucoup pour cette reco, mon Jules, parce que vraiment, là, j'ai pu voir, je pense, comme on l'a déjà dit en intro, un des piliers du genre de l'horreur et du sous-genre du slasher, quoi. Donc, merci beaucoup. Eh ben, écoute, t'inquiète, c'est pour moi. C'est gratuit, c'est gratuit. Ah, mais d'ailleurs, on peut aussi souligner que c'est le premier podcast qu'on fait où l'un de nous deux n'avait pas vu l'œuvre avant qu'on. C'est ça, c'est vrai. L'a regardé juste avant qu'on fasse le podcast, quoi. Donc, c'est vraiment tout frais. Donc là, chers auditeurs, c'est une reco pour vous, mais aussi une reco pour moi. Voilà, et ça, c'est beau. On est authentique, on est très proches, nous tous. Eh oui, c'est ça. Et bah écoute, voilà, on a un petit peu explicité comment on l'avait découvert. Je pense que maintenant, du coup, on peut rentrer dans une partie où on va peut-être spoiler un petit peu plus. Et avec les points positifs et l'analyse, quoi. Ouais. Voilà, on va détailler aussi un petit peu plus pourquoi on aime et éventuellement les défauts. Alors, bah, du coup, mon team, t'avais l'air d'être complètement chamboulé par ton visionnage. T'as dit que t'avais un regard nouveau. Est-ce que tu peux m'expliquer en quelques points ce qui t'a chamboulé? Bah, en fait, le grand premier point, vieux, c'est que je trouve qu'en fait, il y a une sorte de décadence du slasher. Et c'est ça qui est assez triste. C'est que les derniers slashers que j'ai vus, c'était soit des remakes d'Halloween. Et après, le dernier bon slasher que j'ai vu, bon, c'était il y a maintenant un moment, c'était celui de Wes Craven. C'est la décadence. C'est la décadence. Il rien ne va plus, le monde part à volo. Et le dernier bon slasher que j'ai vu, et l'un des plus récents, cela dit par rapport au genre, c'était celui de le Scream de Wes Craven, que j'avais grandement apprécié, quoi. Et donc années 90. Plus Scream, je crois que c'est année 2000 pour le coup. Ouais. Ah, c'est année 2000, ah ouais, je crois que c'était fin des années 90. On peut vérifier, mais je crois finalement Scream est fake check, mais il est beaucoup plus récent qu'on le croit, Scream. Qu'on le croit. Je vais fact checker ça. Scream 1. 96. 96, ah bah. Ouais, bon, t'avais raison. Fin des années 90. Enfin, mon année de naissance. On peut dire que je suis un peu à 96. Et du coup, ouais, tu vois, là, et là, dans les années 2010... Mais attends, d'ailleurs... Dis-moi. C'est demain ton anniv, non? C'est après-demain, vieux. Ah, putain. 18 janvier, toujours. Putain, je suis désolé. Tu y étais presque, mec. Mais ça aurait été beau, hein, pour le podcast, etc. De faire ça aurait été ouf. Bon, bah, voilà, chers auditeurs... Bah non, en fait, ça sera déjà passé quand l'épisode sera diffusé. Putain, vraiment. Donc fêtez-moi un anniversaire en commentaire, les amis, n'oubliez pas. C'est très important. Ouais, mettez des bons anniversaires rétroactifs. Et donc ouais, bah pour revenir sur pourquoi j'ai kiffé ce film, c'est que pour moi, tu vois, t'as une sorte de décadence du genre du slasher, notamment années 2000 et surtout 2010. Et que en fait, ça se résume à de l'hémoglobine, ça se résume à des giclées de sang. Et de manière très brève, pourquoi j'ai kiffé? Parce que en fait, Massacre à la tronçonneuse rejoint... En fait, selon moi, les slashers qui avaient un vrai message de fond derrière, avec une vraie critique, qui s'inscrivaient dans un contexte d'époque. Et là, je pense notamment à Halloween de John Carpenter ou La colline à des yeux de Wes Craven. Et c'était vraiment des films où derrière le côté hyper morbide, etc., t'avais vraiment une réelle critique de la société américaine contemporaine. Et ça, j'ai vraiment retrouvé ça dans Massacre à la tronçonneuse, qu'on a plus ou moins brièvement abordé avec le rencontre de la modernité, avec les rednecks, etc. Et voilà, ça c'est vraiment un des points essentiels, même peut-être le point principal qui m'a fait kiffer ce film, c'est ça, c'est le message de fond qu'il y a derrière. Et ça, on peut le souligner, c'est que dans les films d'horreur actuels, ce serait très rare de retrouver ça. C'est très rare de retrouver ça, alors que pour moi, un vrai film d'horreur, ça sous-tend ce genre de thème en fait. Voilà. Donc qu'est-ce que tu en penses de ça? Je pense qu'on est... Est-ce que tu es d'accord avec ce propos? Alors, moi je suis pas d'accord pour dire que le film d'horreur doit nécessairement être politique. Mais enfin pour moi le film d'horreur il est juste censé faire peur, il fait peur, tu vois, vraiment il est censé te terrifier, te terrifier, et pas uniquement à base de jumpscare.
Mais c'est clair que du coup, d'avoir un propos politique, en plus, voilà, là, dans cet environnement, quoi, qu'est le Texas des années 70, ça rajoute une profondeur supplémentaire à l'œuvre. Et enfin, voilà, ça rajoute de la surprise quand on le voit, en fait, par rapport à l'image qu'on en a de base. Donc, c'est carrément bienvenu, effectivement. Alors, moi, il y a autre chose que je veux mettre en valeur, enfin, vraiment sur quoi je trouve ça vraiment incroyable, c'est la performance. Alors, donc là, on va vraiment rentrer dans une partie de spoil, mais la performance des 3 acteurs, des 3 antagonistes, en fait. Alors, oui. Notamment de Leatherface, mais également des 2 autres. Donc, en fait, pour expliquer aux gens qui sont prêts à se faire spoiler, il se trouve qu'au final, on apprend... donc, plusieurs des jeunes se font massacrer par Leatherface, donc l'antagoniste principal. Et encore une fois, un événement... Enfin, comment dire, un élément récurrent du slasher, c'est la Final Girl, donc c'est-à-dire la dernière nana qui finit en vie. Elle réussit à s'échapper en fait de la maison pour atterrir dans la station essence où les jeunes sont arrivés au début, et là elle tombe sur le gars de la station essence et elle réalise non seulement que le barbecue la viande qu'ils ont mangé au début c'était en fait de la viande humaine, et elle se fait emprisonner par lui et ramener à la maison. Et là s'ouvre une scène qui est la fameuse scène du dîner. Iconique, cultissime. Qui est incroyable, et je pense qu'on va en reparler encore un petit peu après, mais où donc elle s'aperçoit que non seulement ils mangent des êtres humains, mais en plus toute leur maison, tout le mobilier est fait d'êtres humains, ouais, d'eau, etc. Et en fait, ils sont tous les 3 à table, donc il y a Leatherface, le gars de l'autostoppeur et le gars de la station essence, et en fait ils sont tous c'est tous la même famille, quoi. Et c'est une famille cannibale, et en fait lors de ce dîner, je trouve que la prestation des acteurs vraiment qui jouent la famille redneck à moitié tarée, non seulement elle est dingue, et pour se centrer un peu plus sur Leatherface, l'acteur il s'appelle Gunnar Hansen, c'est un Islandais, je crois, si mes souvenirs sont bons. Et sa performance, elle est incroyable parce que tout ce qu'il communique, il va le communiquer non pas avec son visage parce qu'il porte un masque, mais avec son corps. Et en fait, quand il a préparé le rôle et tout, il est parti du principe que pour lui, Leatherface, c'était un enfant qui avait des problèmes mentaux, quoi. Ouais. Et en fait, c'est ce qui fait ressortir, c'est-à-dire que il est massif, il est extrêmement imposant physiquement. Et en même temps, il a des mouvements complètement erratiques, parfois apeurés, en fait, comme s'il était lui-même pris par surprise. Qu'il avait peur lui-même de ce qui arrive, quoi, et des protagonistes. Ouais. Et notamment, juste avant la scène du dîner, il y a son père qui fait 2 têtes de moins que lui, mais qui le bat avec un bâton, et lui, il est complètement apeuré, il se réfugie, etc. Et ça rajoute en fait une dimension supplémentaire, je trouve, à ce tueur, qui est pas juste une forme surpuissante, mais qui a cette espèce d'ambivalence, quoi, entre être à la fois une brute et en même temps un enfant complètement apeuré, quoi. Ouais, c'est ça, parce que, et en plus, il faut souligner que ce genre de truc, ce genre de personnage massif qui finalement est beaucoup plus sensible qu'il n'y paraît, enfin sensible, c'est pas vraiment le mot, mais qui a beaucoup plus de faiblesse qu'il n'y paraît. Ça, en fait, on peut retrouver ce genre de personnage maintenant dans beaucoup de jeux vidéo, films, etc. Et je pense que, bon, je sais pas si tu penses à quoi, par exemple? Moi, je pense notamment, tu sais, typiquement à Ghostland, tu vois, genre à Ghostland où tu vois le grand mec massif, etc., qui a un comportement d'enfant. Ou je pense notamment à certains jeux d'horreur où, en fait, généralement, pas forcément avec la même personnalité, où tu vois des grandes personnes massives, etc., qui sont capables de décapiter et t'étrangler à main nue, tu vois, mais qui derrière vont avoir un comportement hyper enfantin. Je pourrais pas te citer comme ça de noms de jeux vidéo qui reprennent ce truc-là à la volée, parce que là j'en ai pas en tête, mais on peut voir quand même que ce genre de psyché dans ce genre de personnage, ça a été vachement repris après par l'ensemble des œuvres de la pop culture, et ça c'est quand même, il faut le noter, quoi. C'est quand même une performance indéniable. C'est une performance indéniable. Et vraiment, et alors moi vraiment la première scène où tu vois Leatherface qui apparaît, ce
coup de marteau, mon pote. Oh là. Donc en fait, c'est le premier meurtre en fait du film. Oui. C'est un des protagonistes qui s'aventure dans la maison de Leatherface et de sa famille. Précisons Et, le BG du groupe. Soyez pas trop BG, les amis, si vous voulez pas mourir en premier dans un film d'horreur. C'est ouf. Et en fait, Leatherface surgit d'un couloir, et ouais. lui assène un coup de marteau. Ouf. Ouais, et en plus, ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouve que le sound design, il est assez simple et ça fait juste un. Tu vois, genre. T'as vraiment pas genre un truc que tu peux voir maintenant actuellement avec un gros bruit, etc., genre, qui en fait des caisses. Là, c'est vraiment le coup sourd du marteau qui te tape sur le crâne et paf. Et après, en plus, ce qui est impressionnant, c'est qu'après, c'est ça qui fait toute la violence de la scène, c'est que tu vois le mec qui est par terre, qui convulse. Et tu vois que Leatherface le prend et qu'il l'emmène dans une sorte de cave là pour le dépecer. Et ça, c'est vraiment je trouve qu'il y a une grande maîtrise derrière, quoi. Il y a une grande maîtrise de l'acting, et ça, c'est Dans ouf, l'acting, dans le montage, enfin non, c'est impressionnant. assez impressionnant. Et alors, ça me fait penser aussi, d'ailleurs, ce que tu dis qu'il l'emmène dans la cave. Alors, le premier, il le tronçonne, quoi. Et après, il y a une fille qui s'aventure également dans la maison. Il la chope. Il l'accroche sur un crochet à viande et ensuite il la fout dans un congèle. Et en fait, on n'en a pas parlé, mais il y a toute une thématique autour de la viande, en fait, dans ce film. Mais ça, c'est hyper intéressant parce que ça, mec, et ça, je trouve que c'est un film, et ça, je l'ai maté, enfin, je l'ai repéré lors de mon premier visionnage, mais sur le truc que tu peux rater, en fait, c'est qu'au tout début, quand t'as l'autostoppeur, donc qui fait partie de la famille totalement dingo, il dit que son père et toute sa famille travaillent dans un abattoir. Mais qu'ils ont été licenciés, un truc comme ça. Enfin, tu comprends qu'ils ont été licenciés, qu'il y a un truc qui s'est mal passé. Et en fait, bon, ça, si vous le captez, en fait, on voit qu'en fait toute la famille travaillait dans l'abattoir avant, etc. Et que vu qu'ils ont été licenciés on pense pour de bonnes raisons, en fait, ils se sont carrément reconvertis en fait, ils ont créé leur abattoir dans leur maison à base de viande humaine, quoi. D'où toute la thématique de boucherie, etc., quoi. Et ça, déjà, je trouve ça hyper intéressant comme truc, parce que c'est un petit détail que tu vois, parce que c'est tout le début du film, le fait qu'ils soient dans un abattoir, tu vois. Et ça, c'est vraiment un petit détail, et ça, si tu fais le lien, tu te dis, ah oui. Donc il y a un peu une sorte de foreshadowing, tu vois, derrière, qui a annoncé la suite des événements, quand même, tu vois. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant. Ouais. Du coup, t'as toute cette thématique où, au final, au début, en plus, tu sais, t'as des plans de bétail, genre qui est en train de paître. Et en fait, c'est les jeunes qui, au début, passent justement à côté de l'abattoir et sentent, c'est dégoûtant, ça pue, et dégueulasse, tout machin. Et eux-mêmes vont se retrouver, en fait, simple morceau de viande. Du bétail, ouais. Ça met aussi, ça, encore une fois, c'est une nouvelle confrontation entre l'Amérique jeune, moderne, etc., urbaine, et l'Amérique sale, des campagnes, etc. Et en fait, ces gens-là, c'est la famille de Leatherface, c'est une famille qui est complètement déclassée économiquement, puisqu'il n'y a plus d'emploi chez eux. Ouais. Et donc... alors, c'est pas dit dans le film. Est-ce qu'ils sont devenus cannibales par obligation ou par choix Ça, on le sait pas vraiment. On le sait pas vraiment, mais enfin voilà. En tout cas, il y a toute cette thématique du déclassement économique qui est en filigrane en fait du film, quoi. Et c'est ça, et c'est bien que tu dises, parce que je vais revenir sur un peu la scène d'intro quand ils sont dans le van, où tu vois effectivement des jeunes, comme j'ai déjà dit, en hypermodernité, qui commencent à parler du sens du monde, de la situation des animaux dans la société, tu vois, genre la maltraitance animale, d'horoscope aussi. Finalement, des thèmes, j'allais dire, entre guillemets, très très bourgeois, voilà, enfin, ou bien dans la modernité. Et là, en fait, quand ils rencontrent cette famille sanguinaire, sauvage, presque au bord de l'animalité, et qui représente en fait la campagne profonde qui, comme tu l'as dit, en manque de rêve, finalement. En manque de rêve et totalement déclassé. Et là, voilà, c'est là que tu prends l'ampleur de la rencontre de deux mondes qui s'opposent et qui est magnifié en fait par le message que le rêve américain est mort et que Tom Sawyer vive l'Amérique, quoi, genre qui se passe aussi au Texas. Tom Sawyer, c'est fini, quoi, c'est fini, c'est plus ça. Bienvenue dans l'Amérique crasse, bienvenue dans un monde que vous ne voulez sans doute pas. Et bienvenue aussi dans une Amérique qui ne se comprend pas aussi. Et ça, le message politique, je le trouve génial derrière. C'est pour ça, je trouve que le message politique derrière est génial, notamment dans le contexte, dans le contexte et la manière dont le film a été produit, quoi. C'est ouf.
Et alors, toi, t'as d'autres points positifs, mon team, qui te viennent en tête? Alors moi, il y a un autre point positif que j'adore, c'est en fait, il y a beaucoup parce que voilà, un truc qu'il faut préciser, c'est que ce que j'ai compris, c'est que quand le film est sorti, il y a eu beaucoup d'évanouissements dans les salles, etc. Ah ouais, sérieux? Je savais Ouais, pas. ce que j'avais lu, etc. Et en fait, ce film a été connu, à ce que j'ai compris aussi, pour beaucoup de mauvaises raisons. Dans le sens où, notamment, bah, tu l'as dit, ça censure en France, etc. Et alors, c'est pour ça qu'en fait, ça rejoint l'image que j'avais de ce film, que c'était un film ultra gore, etc. Quoi. Et en fait, je me rends compte que ce film a été connu et a été porté à ma connaissance pour de mauvaises raisons. Parce qu'en fait, le gore, c'est pas un film gore. C'est clairement pas un film gore. Parce que, en fait, beaucoup, j'ai trouvé de scènes, tu sais, de violence, etc., sont hors champ. En fait, notamment, à un moment donné, quand il découpe le premier mec qu'il a tué, avec la tronçonneuse, tu vois la tronçonneuse, le bruit de la tronçonneuse qui est insupportable, sauf qu'il le montre pas. Il ne le montre pas. C'est un peu à côté où tu vois la tronçonneuse qui fait zon, 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 etc. Sous le retour des onomatopées. La tronçonneuse qui fait et voilà, et tu vois le Leatherface qui est en train de faire ses découpes, sauf que tu ne vois pas le cadavre qui se fait découper. Tu ne verras jamais le corps se faire découper et tu ne verras jamais, j'allais dire, de scène insupportable au regard. C'est ça que j'allais dire, quoi. Et c'est pour ça que j'ai bien aimé. Pour moi, c'est un des grands points positifs, c'est l'utilisation du hors-champ, où il suggère vraiment la scène et tout en enlevant pas de la violence. Tu vois. Et ça, j'applaudis ça parce que. Oui. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ça, ça s'appelle Massacre à la tronçonneuse, mais en fait, est-ce qu'il y a... Oui, en fait, je crois qu'il y a un seul meurtre à la tronçonneuse, hein, dans le film. Oui, c'est la personne handicapée qui est véritablement tuée par la tronçonneuse. Sinon, le reste, non, en fait. Donc, en fait, même le titre du film est mensonger un petit peu, quand même. Ouais. Mais ouais, voilà, c'est vraiment le point positif que j'en garde, c'est ça. Et aussi, bah là, mec, on a parlé de la scène du repas qui est iconique. Et je pense qu'on peut vraiment parler enfin, on peut dire, je pense qu'on sera d'accord de dire que cette scène du repas est, en termes de mise en scène, etc., est un point positif en elle-même, quoi. En elle-même. Alors, ouais. J'allais te demander aussi ta scène la plus marquante, mais est-ce qu'on est tous les deux d'accord pour dire que c'est la scène du repas? On est tous les deux d'accord. Tous les deux d'accord, mec. Elle est incroyable, cette séquence. Incroyable. Et mec, cette scène, enfin, l'utilisation, tu vois, tu vois, du tremblement un peu vertical, de la saccade, des plans un peu décadrés, des zooms pour représenter la folie, la détresse chez la Final Girl, tu vois. Enfin, mec, incroyable. Enfin, je trouve que c'est un bijou, une pépite du cinéma, ça. Et puis les cris des trois acteurs qui sont complètement hystériques, qui sont ils sont morts de rire, mais en même temps ils s'engueulent. Enfin, tu sens vraiment, mais la folie complète en fait, quoi, de cette maison. C'est une hystérie ambiante, enfin vraiment globale, et c'est magnifié par le montage et par les plans, quoi. Et par l'acting, et surtout par l'acting. Shut up, you bitch hog. Leatherface do all the work. He don't like it, ain't that right? You're just a cook. Shut your mouth. You don't understand nothing. I understand you ain't nothing. Me and him do all the work. I just can't take no pleasure in killing. Just some things you gotta do. Don't mean you have to like it. Oh, please. Please. Anything you want. Pour continuer sur les points positifs, alors ça c'est vraiment quelque chose que j'ai pu intégrer en voyant les vidéos d'une youtubeuse qui s'appelle Ratel Rock. Je sais pas si je t'en ai déjà parlé. Non, je connais pas du tout. Qui en gros consacre beaucoup de vidéos aux films d'horreur, et elle a notamment fait un épisode entier sur Massacre à la tronçonneuse 1, et elle l'explique extrêmement bien dans sa vidéo, donc voilà, je la crédite ici, mais en fait elle explique... De quoi ? Je dis big up à elle. Big up à elle, ouais. Et d'ailleurs, je recommande à tous les gens qui nous écoutent d'aller écouter, d'aller regarder ce qu'elle fait si vous aimez les films d'horreur, parce que c'est vraiment de l'analyse en profondeur, c'est très intéressant. Et en fait,
elle explique, si tu veux, que la production, elle s'est vraiment déroulée pendant un été au Texas, vraiment dans la moiteur, oui. la chaleur, etc. En condition, quoi. Et vraiment. et que beaucoup des acteurs, et notamment l'acteur de Leatherface, comme il y avait très peu de budget, devaient constamment porter le même costume et ils pouvaient pas les laver en fait entre temps parce qu'ils avaient peur que ça fasse partir toute la couleur, etc., ou le sang Ouais. qui pouvait être sur les vêtements. Et donc non seulement ils devaient jouer mais plein d'heures d'affilée en plus parce que du coup le temps de tournage a été très court. Je crois que le chiffre maximal c'était que sur certaines journées ils jouaient 16 heures d'affilée. Ah ouais, Dans cette chaleur, ok. dans ce costume en fait, et c'était, mais en fait la production elle-même était complètement infernale. Il y a plein d'acteurs qui ont été blessés sur le tournage aussi. Je crois que la nana qui se fait accrocher sur le crochet, elle a été Ouais. blessée en faisant la manip. L'acteur lui-même de Leatherface, ce qui tient entre les mains, c'est une vraie tronçonneuse. Ah ouais Ah, je savais pas ouais. ça. Et donc il devait en fait courir avec une vraie tronçonneuse, Mais- ce qui est complètement malade, et il a failli se blesser plein de fois Putain, avec. Waouh. Et la fameuse scène du repas, pour y revenir, et ben en fait ils ont mis genre super longtemps à la tourner et ils étouffaient tous dans leurs costumes, et donc en fait cette espèce de folie que tu vois à l'écran, elle est non seulement provoquée effectivement par leur acting, mais aussi si tu veux par la situation qui fait qu'ils étaient tous mentalement à bout de nerfs en fait. Ah, donc en fait, elle est presque, j'allais dire, authentique, leur folie, quoi. Oui, Enfin, c'est on- quasiment authentique, oui. Et d'ailleurs, la plupart des acteurs, il me semble, ont tous plus ou moins détesté le réal à la fin du tournage, malgré le succès du film. Ils voulaient tous plus en entendre parler, en fait, quoi. Bah oui, tu m'étonnes, tourner dans ces conditions, etc. Ouais. 16 heures par jour. Effectivement, moi aussi, ça me donne envie de crier dans une pièce et faire peur aux gens, quoi. Sous, je sais pas, 35 degrés, 40 degrés, enfin. Ah, donc en fait, cette scène culte est due finalement à des circonstances catastrophiques de tournage, en fait, un petit Ah, un peu. petit peu, ouais, un petit peu. Et un budget minuscule, Un quoi. petit minuscule. Mais, mec, bah, c'est ça, on va pas dire merci à la prod désastreuse, mais merci pour cette scène de cinéma, quand même. Parce que, Ouais. et ça, mec, ça, j'ai remarqué, bon, je veux dire, là, je vais faire peut-être un parallèle un peu foireux, mais mec, je pense qu'il y a une réelle influence, notamment, vu qu'on y a joué tous les deux, c'est hyper intéressant. Resident Evil 7, la scène du repas. Bah, mon gars, évidemment qu'il faut en parler. On peut en évidemment. parler un petit peu. Là, merci, parce que là, je pense qu'on peut elle y fait directement un écho, en fait. Hein, c'est incroyable. Exactement ça. C'est C'est exactement ça. Alors, déjà, déjà, tu parlais tout à l'heure de Ghostland et du personnage Ouais, de de l'enfant massif, là, ouais. de l'enfant massif, ouais. Enfin, on peut dire d'une manière générale que c'est clair que Massacre à la tronçonneuse a infusé dans la culture populaire actuelle. Mm. Il y a énormément de choses qui sont inspirées en fait de ce film, quoi. Et Resident Evil 7 en est peut-être le meilleur exemple. Bah, alors, oui. Non seulement avec la scène du repas, mais même avant ça, en fait, je trouve que la maison Ouais. du début, Mm. dans laquelle tu arrives en fin d'après-midi, c'est exactement la même vibe que la maison de Leatherface. Bah oui, les vieilles maisons en bois un peu post-colonial, enfin non, un peu post-Amérique coloniale, on peut dire, en blanche, etc. Un peu hyper délabré. Complètement Ça délabré. fait vraiment écho à ça. Et aussi, même en fait, au terme des personnages, dans Resident Evil 7, pour mettre un peu le contexte, bon, on va sans doute le traiter aussi jeu parce qu'il le mérite, mais les personnages, les antagonistes principaux, c'est aussi une famille de rednecks d'Amérique du Sud, des Bayous. Et en fait, il y a une fameuse scène au tout début du jeu où le personnage qu'on incarne se retrouve à table avec les 4 membres de cette famille. Et là, pareil, il se dégage une ambiance de folie furieuse où les gens sont les antagonistes sont entre l'hystérie, la colère et le rire. Et après avoir vu Massacre à la tronçonneuse et vu qu'on a joué au jeu, je me suis dit, ah oui, bah là, c'est clairement un hommage appuyé, quoi. C'est une inspiration directe, quoi. Mais c'est fabuleux. Je trouve que c'est fabuleux. Ouais, tout à fait. Donc, voilà, rien que pour arriver à déceler ces références dans les œuvres de pop culture actuelles, on peut vous encourager à regarder Massacre à la tronçonneuse. Premier du nom, parce que Ouais. justement, si tu regardes les vidéos de Rattle Rock, apparemment, après, c'est que ça devient quand même bien de la merde. Ah bah, comme beaucoup malheureusement de remakes des grands piliers qu'ont fait le slasher et le genre d'horreur, quoi. Ouais.
En fait, on va pas. Là, c'est un peu le point analyse et un peu crève-cœur, mais je trouve, vieux, que c'est vraiment dommage que ce genre ait connu une telle déliquescence au fil des années, quoi. Je suis un peu en mode. En Un même petit temps, passement il au faut cœur. dire que on en avait un petit peu fait le tour parce que donc déjà avec les comment dire les antagonistes de slasher, enfin, voilà, t'as Leatherface, Michael Myers, Freddy, ouais. Jason, ou déjà Vendredi 13, tu commençais que ça sentait à devenir un peu bancal. T'as eu aussi Alien, hein, qui est un slasher Alien, dans oui, l'espace en fait. Donc au bout d'un moment, tu sens qu'on a un peu fait le tour de la formule et qu'il faut aller chercher du neuf pour ramener les spectateurs ailleurs. Ouais. Et c'est là effectivement où ça commence un peu à s'épuiser malheureusement. Ouais. C'est ça. Et malheureusement, je crois que ces dernières années, il n'y a pas eu de gros slashers qui sont sortis. Il n'y a pas eu vraiment d'innovation dans le monde du quoi. slasher. Innovation, ouais. Enfin si, il y a eu l'innovation de faire Jason contre Freddy, quoi. Tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Ou Alien versus Predator. Ah, ouais, oui, il était divertissant celui-là. Bon, il est nanar, mais bon, il était divertissant celui-là. Ouais, Alien Alien versus versus Predator. le 1, ouais, le 2, il est chiant à mourir par contre. Je sais pas si tu l'as vu. Ah non, le 2, je me suis épargné ça. Je me suis dit, ouais, non, ça va, j'ai déjà fait ma Ouais, BA bon. en allant voir le premier du nom. Je vais pas me mater le deuxième, quoi. Mais enfin bref. Voilà. Mais du coup, je pense qu'on a fait un peu le tour des. À moins que tu aies d'autres points positifs à aborder, sinon je pense qu'on a fait un peu le tour des grands. Alors, si, traits. peut-être un dernier point positif Mhm. qui. Moi, c'est la photographie du film. Mhm. Je la trouve assez belle en fait. Enfin, c'est tourné avec des vieilles pellicules, donc tu as énormément de grains constamment sur l'image. Et ouais, même en fait dans l'image, je trouve que tu ressens un peu le côté crasseux, tu vois. Je sais pas si tu as eu le même Moi, ressenti que moi. Alors, à travers la pellicule, non, je t'avoue que j'ai pas eu le même ressenti. Moi, c'est plus l'aspect un peu poussiéreux, crasseux, je l'ai ressenti à travers la colorimétrie. Notamment les tons rouges hyper qui rejaillissent, tu vois, notamment Ouais. quand il y a un lever de soleil, etc. Et là, je me suis dit, la couleur est vraiment parfaite pour Ouais. l'ambiance du film. Parce que tu as vraiment l'aspect poussiéreux qui en ressort. Ouais. Et Et les couleurs sont très brutes, Très assez saturées, et donc Mm. tu as vraiment un côté, ouais, c'est très marqué, quoi. C'est pas un peu laiteux ou C'est un ça. peu. c'est pas comme on va dire dans les films. Désaturés comme tu peux avoir c'est ça. dans des Beaucoup de films films d'horreur récents. actuels, quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Comme les Conjuring ou Annabelle. Enfin, totalement autre chose, quoi. Totalement autre chose. Et tu as aussi plusieurs scènes. Enfin, moi, je trouve les scènes de nuit sont plutôt pas mal. Parce que. Enfin, notamment toutes les scènes où tu as des éclairages avec les phares de la voiture, tu vois, Mm. ou avec les lumières de la maison quand la Final Girl se fait poursuivre par Leatherface. Oui. Et enfin, je les trouve assez bien gérés, assez esthétiques. Sachant qu'en plus, c'était encore plus galère avec ce genre de caméra de pouvoir filmer de nuit. Je trouve qu'ils s'en sont vraiment bien sortis. Et il y a notamment un plan qu'on voit 2-3 reprises quand la Final Girl se fait courser par Leatherface. Là, en le revoyant, je me suis dit, putain, ils sont vraiment bien faits ces plans. C'est parce qu'en fait, c'est filmé avec un téléobjectif, donc Ok. un objectif qui zoome assez loin, si tu veux, et Mhm. qui a tendance à grossir les proportions et à réduire les distances entre les choses. Et en fait, on la voit de face courir donc vers la caméra et se faire courser par Leatherface. Et en fait, ça donne à la fois l'impression que Leatherface est très proche d'elle et en même temps qu'il est vraiment massif en fait derrière elle, tu vois. Ah, je vois, et donc, ça renforce l'impression que ce truc, il fait une Il fait baraque, quoi. 2 mètres, quoi, ouais. Cette immensité, Ouais. quoi. Et je me suis dit, putain, ouais, ça te fait ressentir la pression de la Ça course te poursuite, prend au quoi. trip, ouais, ça te prend au trip. Donc voilà, il y a plusieurs bonnes idées de mise en scène comme ça. La déco de la maison La déco. aussi, elle est. Avec les os, elle est etc. dingue. Et non, c'est vrai que la déco de la maison. Et en plus, c'est ça qui me choque, c'est que par rapport à ce genre de film qui utilise zéro effet spéciaux, en fait, zéro effet spéciaux, c'est quand je trouve que en règle générale, il date quand même des années 70, faut le rappeler, et il a pas vraiment vieilli, je trouve. Il a pas vieilli du tout, ouais. Il a pas vraiment vieilli, et ça, je trouve ça assez dingue, quoi. Parce que parfois, il y a des vieux films, quand tu les remates, t'es un peu en mode, ok, au niveau des mirettes, ça fait un peu mal, quoi. Ouais. Lui, c'est pas du tout le cas. Genre, j'ai maté Non. ça, j'étais en mode, ok, ça pourrait ressortir là maintenant, ça passerait vraiment Totalement. encore très très bien. Totalement, ouais.
Et autre petit détail aussi, c'est que tous les os du film et une partie du sang qu'on voit aussi à l'écran, c'est du vrai, des vrais trucs. Parce Ah ouais. qu'en fait, ils sont, encore une fois, pour des raisons de production, enfin de budget, ils sont allés faire le tour des abattoirs de la région pour récupérer du sang et des os, quoi. Ah, donc ouais, par rapport même au thème du film, vraiment Ouais. authentique, quoi. Là, c'est... Donc, Ah oui, ils sont allés t'imagines, loin. mec, être acteur, te taper 16 heures de tournage par jour et te faire asperger par du vrai sang, ça devait puer la mort en plus. Ah oui, voilà, mec, je pense qu'effectivement, je deviens un peu taré. Hein. Tu me demandes de tourner 16 heures comme ça, à refaire des prises, et en plus, jouer les orphelins avec la tronçonneuse à la main, à courir, mec, je pète un câble. Je pense que Ouais. à la fin, je deviens le tueur, quoi. Les- Véritablement. Donc Bon, voilà. Dernier point que je voulais Dernier aborder point, ouais. aussi, donc dans le message de début, comme quoi c'est inspiré d'événements réels, donc c'est évidemment faux, mais il y a quand même une petite nuance, c'est que c'est quand même donc tout ce truc de la baraque fait à partir d'ossements et de membres de chair humaine, c'est quand même inspiré d'un fait réel. Ah ouais. Je sais pas si tu avais déjà entendu parler de ça. C'est Non. en fait alors, c'est aussi donc c'est un tueur en série Mhm. qui s'appelle Ed Gein. Ed Gein, non, je le connaissais Attends, pas. je retourne voir sur. Ouais, c'est ça, c'est Ed Gein, qui est en fait un type qui a tué et volé des cadavres. Et en fait, justement, quand les policiers sont arrivés dans sa maison pour enquêter, ils se sont aperçus que une grande partie de son mobilier était fait d'os et de chair humaine. Et par exemple, je crois que l'exemple qui me revient le plus en tête, c'était les abat-jours des lampes étaient Mhm. faits en chair humaine, en fait, tu vois. En Ah peau. oui. Ouais. Donc c'est vraiment, finalement, on peut dire que c'est quand même inspiré de faits réels. Donc sur cet relativement aspect-là, à cet aspect-là. et c'était une affaire qui, il me semble, ça avait aussi inspiré Hitchcock, justement, Mhm. parce que la découverte, attends, je regarde, ça a eu lieu, ouais, c'était dans les années 50, ouais. D'accord, ok. Ouais, c'est ça. Eh bah, ouais. Bon, ça rajoute de la morbidité un petit. Donc ça rajoute Au effectivement film. un petit peu de morbidité. Mais voilà, c'était juste, il fallait en parler Fallait parce souligner, que on est aussi un podcast proche des faits, proche du réel. Et voilà, on veut s'assurer que nos éditeurs aient accès à des informations de qualité. Exactement. Le vrai média, c'est nous. Donc bon, là, je pense qu'on a fait à peu près le tour des points positifs. Est-ce Ouais. qu'on peut maintenant rentrer un peu dans la note un peu plus salée, qui est, les points négatifs. Les points négatifs. Alors, très honnêtement, moi là, comme ça, spontanément, j'ai du mal à en trouver. Est-ce que toi, t'en as? Alors moi, j'en ai un petit. C'est vraiment pour chercher la mouche, quoi. C'est... Ouais. En fait, il y a certaines scènes, notamment où il y a une scène où tu as le mec de la station-service qui est en train de taper la last girl, la final girl, Ouais. qui essaie de l'emmener chez lui, etc., enfin de l'emprisonner. À un moment donné, il prend un balai et il essaie de taper dessus. Et bon, on comprend que voilà, avec la prod, etc., c'était pas forcément évident. Mais tu vois, on sent pas la violence des coups et du coup, ça fait un petit peu genre... un peu dessin animé où il tape dessus, ça fait pic, pic, pic comme ça, tu vois. Et là, on sent pas vraiment la violence du truc, et on sent pas vraiment la violence de la scène à ce niveau-là, au niveau de l'impact des coups, etc. Et t'as un peu l'impression que la fille s'étale par terre pour pas grand-chose, quoi. C'est vraiment, en fait, il y a certaines scènes de, tu sais, quand ils se battent ou de corps à corps, que j'ai trouvé effectivement légèrement kitsch. Mais encore, je le répète, hein, c'est pas vraiment... c'est vraiment le seul point que je trouve à redire sur ça. Mais sinon, en fait, j'ai pas vraiment de point négatif à énoncer, quoi. Il y en a vraiment Mais alors, pas. c'est vraiment marrant en que tête. tu dises ça parce que moi, je l'ai pas pris du tout comme ça, la scène où Ah ouais il la tape avec le balai. Mais plutôt, en fait, je pense que c'était fait exprès D'accord. pour souligner le contraste de puissance. En fait, elle vient de se faire courser par Leatherface, qui est une brute. Mhm. Et en fait, elle est dans un tel état psychologique de faiblesse que, objectivement, elle pourrait tout à fait se débattre face à ce mec. Mais juste en lui foutant des petits coups de balai alors qu'il y a un couteau juste à côté, il arrive à la coucher en fait tellement elle est apeurée en faible. fait. Mhm. Et ça montre aussi le contraste de puissance qu'il y a entre Leatherface brute épaisse et son père voilà, qui tape juste avec un pauvre balai mais derrière qui engueule Leatherface et le domine psychologiquement en fait quoi. Ah ouais, je vois. Ouais, je l'avais vraiment pas analysé comme ça, tu vois, vieux. C'est vrai que moi, c'est- je m'étais. ouais. C'est vrai que moi, tu vois, je m'étais resté là-dessus et j'étais juste resté sur la scène et je me disais, ouais, là, j'y crois moyen, quoi. Tu vois, c'était vraiment là, on va dire, à chaud.
ce qui m'avait sauté à la gueule, quoi. Mais effectivement, cette analyse est très pertinente, quoi. Très, très pertinente. Merci. Je t'en prie. Je dirais tu me donneras une petite gommette avec un sourire à la fin. Et tu as un sourire, voilà. Un bon point. Le seul petit défaut, effectivement, en termes de mise en scène, c'était à la toute fin, quand Leatherface se tronçonne lui-même une partie de la jambe. C'est vrai que ça, c'était moyennement bien fait, enfin, dans le sens où on le voit tomber. Et là, d'un coup, il est vraiment juste sur le sol, allongé, et la tronçonneuse tombe sur lui. Enfin, tu te dis, c'est un peu bizarre la manière dont c'est tourné. Ouais. Bah, c'est justement ça, mec. Ça me fait penser. C'est pour ça que je suis la scène au balai à ça. C'est qu'à un moment donné, à la toute fin, il y a un mec qui aide la jeune femme à s'en sortir, enfin, vite fait. Et en gros, il balance quelque chose à la gueule de Leatherface. Et genre, j'ai trouvé que entre l'intensité du lancer et le mec qui s'effondre d'un coup alors que c'est une grosse masse, je suis en mode. Oui, enfin. C'est bizarre, quoi. Ouais. Là, pour le coup, j'y croyais moyen, quoi, tu vois. Voilà, ce serait du coup peut-être juste la seule séquence. Après, bon, si tu pars du principe qu'effectivement il tourne avec une vraie tronçonneuse, c'est aussi compréhensible que tu vois, ils aient moins de flexibilité sur la manière de. C'est ça. Le mec allait pas lui balancer une vraie boule de pétanque dans la tronche pour qu'il s'étale par terre, quoi. C'est sûr. Ouais. Mais bon, après, c'est vraiment là, c'est faire du chichi parce que en soi, le film, je lui trouve au final très peu de défauts, quoi. Tout à fait. Franchement, à part pour moi, en tout cas, ces deux scènes-là qui m'ont paru légèrement kitsch. Le reste, je trouve que vraiment, dans le genre qu'il propose et dans les thématiques abordées, c'est presque un sans faute. Hein. C'est presque un sans faute. Vraiment, vraiment. Et du coup, tu le recommanderais à qui, mon gars ? Moi, je le recommanderais déjà au prime abord à ceux qui connaissent le genre du slasher, mais qui n'ont pas vu... n'ont pas vu, on va dire, les piliers du genre. Donc, je pense qu'on parlera d'Halloween, mais Halloween, je le recommande aussi. Mais là, en l'occurrence, je recommande très grandement Massacre à la tronçonneuse pour ça. Et aussi, de l'autre côté, ceux qui sont fans du genre de l'horreur de manière générale. Et c'est un peu la phrase que j'ai sortie à chaque fois qu'on parle d'un film d'horreur, cela dit. Mais qui en ont un peu marre, voilà, des films à la James Wan, qui, cela dit, il y en a qui sont très bons, hein, mais un peu type Conjuring, qui fonctionnent plus sur la thématique de jumpscare, etc. Et qui ont envie de découvrir quelque chose un peu de novateur par rapport à ce qui se fait actuellement dans le genre de l'horreur. Voilà, je pense que ça... Ouais. C'est bien dit, ça. C'est vrai que c'est novateur quand tu regardes par rapport à l'horreur qu'on a aujourd'hui. Qui est proposé actuellement, ouais. Ouais. Voilà, et toi, mon Jules, tu le recommanderais à qui, à quelle personne enthousiaste, selon toi, pourrait mater ce film ? Écoute, déjà, toutes les personnes qui ont un a priori vis-à-vis de ce film, si vous n'êtes pas intolérant à un minimum de morbidité, moi, je vous encourage à le regarder parce que c'est probablement assez éloigné, et c'est ce qu'on a un peu essayé de montrer dans ce podcast, c'est assez éloigné de l'image que vous en avez probablement. Et aussi, moi, comme c'est un jeu que j'ai fait justement il n'y a pas longtemps, à tous ceux qui ont aimé Resident Evil 7, et notamment l'intro en fait, de Resident Evil 7, c'est du pur concentré de Massacre à la tronçonneuse, vraiment en termes d'ambiance. Donc c'est sûr que l'atmosphère du film vous plaira aussi. Donc voilà, c'est un petit peu à ces deux publics-là que je le recommanderais. Et puis bon, évidemment, si vous êtes fan d'horreur et que vous voulez remonter un petit peu aux origines, allez voir Texas Chainsaw Massacre dans le titre original. Original. Voilà. Je pense, en vrai, là, ce que tu dis, ça résume bien un peu le film et cette recommandation, c'est que c'est une œuvre qui a, on le répète, mais qui a marqué la pop culture. Et dans son ensemble, que ce soit à travers des autres films qui sont sortis après, ou les jeux vidéo, ou d'autres formats. Et je pense que rien que pour ça, matez-le, quoi, parce que c'est... En fait, voilà, de nombreuses références ou de nombreux personnages, ou de nombreux, on va dire, critères qu'on peut retrouver dans d'autres genres, vous pouvez voir un peu les origines dans Massacre à la tronçonneuse, quoi. Et ça, c'est un classique. C'est un classique. Et il porte bien son nom, de classique. Un classique, mais voilà, c'est pour ça aussi, c'est l'objectif de ce podcast, c'est faire un petit peu redécouvrir des trucs, parce que je sais pas si toi tu as ce sentiment-là, mais moi je pense que dans notre génération, parmi les gens que je connais, 90% des gens, si on leur parle de Massacre à la tronçonneuse, ils vont s'imaginer un truc style Saw. Ouais, moi le premier, hein, parce que avant que je le mate, moi le premier, hein, comme je te le disais, avant que je le mate, j'avais une image très très biaisée de ce film, très 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 biaisée. Où j'avais effectivement l'image de Saw, ou les derniers films, genre un peu, tu sais, genre un peu à la The Purge, tu vois.
Enfin, c'est un Ah peu oui. différent The Purge, mais c'est carrément différent. Mais ce que je veux dire, cette image a un peu de film d'horreur hyper plein d'hémoglobine, etc., qui mise beaucoup plus sur l'action que sur l'ambiance. quoi. Sur l'ultra-violence. Sur l'ultra-violence. Et c'est ça, en fait, qu'on retrouve actuellement au cinéma, dans ce qui sort actuellement. Bien qu'il y ait des pépites encore aujourd'hui dans les films d'horreur qui sortent. Hein. Conjuring et Insidious, pour moi, sont vraiment la marque qu'on peut encore faire des bons films d'horreur, même malgré le fait qu'ils soient basés sur le jumpscare, tu vois. Ah ouais, bah, c'est Mais- intéressant parce qu'on pourra débattre faire un ça épisode sur Conjuring parce que. Ah, t'as pas moi, aimé, toi, Conjuring, je trouvais ça très moyen. Ah ouais. Bon, on garde ça quand on traitera On Conjuring. garde ça en idée, ouais, ça Parce marche. que là, on pourra débattre de pourquoi moi j'ai kiffé et toi que t'as un peu moins aimé. Ouais. Mais bon, je pense que là, on a fait un peu le. Bah, on a fait un bon tour. Un bon tour du sujet de Massacre Bon à tour la d'horizon. tronçonneuse. Ouais. Et donc maintenant, chers auditeurs, c'est bientôt la fin de ce 3e épisode. Mais Et avant de oui. vous quitter pour le 4e Je concours. épisode, Non, je déconne. et rendez-vous sur Instagram avec le code Tim et Jules. Mais mec, j'ai vraiment envie de faire un jeu concours, tu sais, pour les 10 personnes qui nous écoutent. Tu vois, on les ralasse. Enfin, on ralasse une, genre. On ralasse une personne, ouais. Oh, tu voudrais qu'on ralasse quoi? Je sais pas, on va en discuter en antenne. Une place de cinéma. Mais tu sais, c'est notre 3e épisode, on parle déjà de ça. Bon, allez, vas-y. C'est Du coup, incroyable. t'allais dire quoi J'allais dire, bon, avant effectivement le marketing promo, j'allais dire, on va aborder maintenant, on va un peu teaser ce que va être le 4e épisode qui va suivre. De quoi allons-nous parler, mon Jules? Et oui, mon ami. Et alors, comment teaser l'œuvre dont on va parler prochainement? Par des petits mots. Je pense qu'on peut le teaser par des petits mots simples. Comme ça va évoquer peut-être certaines choses aux gens. Mais Ok. Ouais. Alors, mec, il faut que tu trouves 3 mots pour définir cette œuvre, et moi aussi. D'accord. Et après, on se dit chacun un mot par un mot, tu vois. Ça marche. Moi, je commencerai par poésie. Ok, poésie. Moi, je dirais gigantisme. Moi, je dirais tragédie. Ok, moi, je dirais solitude. Et moi, je dirais, bon, c'est en 2 mots, monde ouvert. Ok, monde ouvert. Donc là, ça donne quand même un très bon indice sur le support. Ça donne un indice, ouais. Ok, moi, je dirais... calme. Calme. Ah, pas évident. Hein. Et là, on Ouais. va parler de notre voyage dans la Beauce. Hein. C'est ça, en fait, les gars. Solitude, tragédie. Poésie Monde aussi. On parlait de la rencontre de l'hyper-modernité avec la campagne. Bah voilà, on y est. C'est déjà l'épisode sur Blois. Oh là là, oh, ouais, ça te rachoque pas la ville de Blois, là. Ok, mon team. Bon, bah écoute, c'était bien sympa C'était de faire hyper cette cool. petite review de Massacre à la tronçonneuse. Et ben, chers auditeurs, on vous retrouve donc dans 2 semaines. Merci à tous de nous avoir suivis aujourd'hui. Prenez soin de vous. À bientôt. Gros kiss kiss bisous. Gros bisous. On se retrouve bientôt sur le Comptoir des recos.